Les artistes ne sont pas les seuls à avoir une réputation. Les œuvres en ont aussi. Le meilleur roman de ces 10 dernières années, la plus grande œuvre de fiction latino-américaine, l'une des 10 peintures les plus importantes du XXe siècle. Les membres des mondes de l'art portent tous les jours des jugements de ce genre. Il ne s'agit pas d'appréciation sur les auteurs, mais sur la façon dont leurs œuvres ont résolu des problèmes, exploité des possibilités et surmonté des contraintes propres à ce que Georges Kubler appelle des classes de formes. On y compare une œuvre à d'autres qui lui ressemblent, sans trop se préoccuper de l'auteur. Contrairement à ce qu'affirme la théorie de la réputation, un artiste médiocre peut avoir un éclair de génie et produire une grande œuvre dans sa carrière. La réputation de l'œuvre éclipse alors celle de l'artiste. Et bien des grandes œuvres ont pour auteur des artistes à jamais anonymes ou dont on ne sait plus rien aujourd'hui. Kubler note que c'est un phénomène commun à la plupart des grandes traditions culturelles. Les mouvements artistiques ont aussi des réputations bâties en partie sur celles des différents artistes et de leurs œuvres. La réputation controversée, comme par exemple la musique sérielle ou le théâtre psychotechnique de Stanislavski, repose sur celle des œuvres et des créateurs concernés, mais sans se confondre avec elles. Un mouvement est réputé si l'utilisation des conventions qui lui sont propres peut, selon l'évaluation du monde de l'art, déboucher sur des créations importantes. Peut-on composer une musique expressive quand on doit se plier aux règles compliquées de la série de 12 sons? Peut-on manifester son talent et sa sensibilité dans une composition musicale qui fait largement intervenir le hasard au gré des initiatives que les interprètes ont à prendre lors de chaque exécution nouvelle? Les membres du monde de l'art, qui répondent par la négative, déterminent du même coup la réputation de tous les artistes et de toutes les œuvres rattachées à ces mouvements. Les genres artistiques acquièrent de même des réputations selon l'importance des œuvres que les mondes de l'art s'accordent à en attendre. En France, l'Académie royale de peinture et de sculpture avait établi une stricte hiérarchie des genres que Félibien exposait ainsi. Dans sa préface aux conférences de l'Académie en 1667, celui qui fait parfaitement des paysages est au-dessus d'un autre qui ne fait que des fruits, des fleurs ou des coquilles. Celui qui peint des animaux vivants est plus estimable que ceux qui ne représentent que des choses mortes et sans mouvement. Et comme la figure de l'homme est le plus parfait ouvrage de Dieu sur la terre, il est certain aussi que celui qui se rend l'imitateur de Dieu en peignant des figures humaines est beaucoup plus excellent que tous les autres. Il faut traiter l'histoire et la fable. Il faut représenter de grandes actions comme les historiens ou des sujets agréables comme les poètes. Et montant encore plus haut, il faut par des compositions allégoriques savoir couvrir sous le voile de la fable les vertus des grands hommes et les mystères les plus relevés. Dans cette perspective, des sujets tels que les natures mortes et les scènes de la vie quotidienne paraissent impropres à exprimer les sentiments nobles, qui sont les seuls à pouvoir susciter de véritables émotions artistiques chez le spectateur. Enfin, les disciplines elles-mêmes ont leur réputation. Certaines, comme la peinture de chevalet, jouissent de la plus haute considération possible. C'est de l'art, et personne n'irait à en douter. D'autres, comme le tissage et la verrerie, ont la réputation moins glorieuse, qui échoue aux arts décoratifs ou mineurs. D'autres encore ont la réputation d'art traditionnel, comme le kilt et la fabrication des appos aux États-Unis, ou celle d'art populaire, comme la musique rock et les feuilletons télévisés. Enfin, certaines formes d'expression toutes personnelles, la construction des tours de Watt, serait un exemple, non pas de dénomination et encore moins de réputation. Dans tous les cas, la réputation de la discipline reflète un jugement porté sur l'importance relative des œuvres qui peuvent y voir le jour. Dans les mondes de l'art, les réputations de tout niveau reposent sur un consensus et sont de ce fait sujettes à variation. Les disciplines subalternes sont en oubli. La plus grande œuvre du XXe siècle est détrônée par une nouvelle révélation, tout comme les plus grandes œuvres des siècles précédents peuvent être éclipsées par des redécouvertes. Les genres tombent en discrédit, et des artistes qu'on croyait de second ordre sont portés au pinacle, tandis que s'écroulent les idoles de la veille. Réputation et monde de l'art. La théorie affirme que les réputations se fondent sur les œuvres, mais en réalité, les réputations des artistes, des œuvres, des genres et des disciplines découlent de l'activité collective des mondes de l'art. Si nous examinons sous cet angle les principales activités des mondes de l'art,
nous verrons en quoi elles concourent toutes à la formation des réputations qui les influencent en retour. Pour que les réputations s'imposent durablement, les critiques et les esthéticiens doivent établir des théories de l'art et des critères qui permettent de reconnaître l'art, l'art de qualité et le grand art. Sans ces critères, personne ne pourrait formuler les jugements sur les œuvres, les genres et les disciplines qui déterminent eux-mêmes les jugements sur les artistes. Rappelons-nous ce que disait Danto. Pour considérer une chose comme de l'art, il faut quelque chose que le regard ne peut discerner, un environnement de théorie artistique, une connaissance de l'histoire de l'art, un monde de l'art. De même, les historiens et les spécialistes doivent établir la liste complète des œuvres authentifiées de l'artiste pour nous permettre de fonder notre jugement sur les données sûres. Le système de distribution s'en remet à ses jugements autorisés quand il décide de ce qu'il va diffuser et à quel prix. Les deux faits majeurs qui introduisent au niveau de l'offre de peinture ancienne des cautions de rareté et de qualité sont les suivants. Chaque œuvre mise en vente est singulière et irremplaçable. Elle est le produit unique du travail indivisé d'un créateur unique. L'authenticité et l'originalité, comme aussi la qualité des œuvres, sont garanties par un corps de spécialistes, les historiens de l'art. Moulin. Les différents acteurs de la distribution influent sur la forme des œuvres en fixant les normes de distribuables. Les sculptures ne doivent pas peser trop lourd pour les planchers des musées, ni les œuvres musicales durer trop longtemps pour le public des concerts. Certains vont jusqu'à prendre une part active dans la conception de l'œuvre, comme le faisaient les mécènes des peintres de la Renaissance. L'État garantit aux artistes un droit de regard sur la divulgation ou la distribution de leurs œuvres et leur permet ainsi de s'assurer du contenu de ce qui sera considéré comme leur œuvre complète. Si les réputations procèdent de l'activité coopérative des membres du monde de l'art, elles n'en reposent pas moins sur les œuvres produites par les artistes. Par conséquent, tous ceux qui participent à la réalisation des œuvres a une influence directe ou indirecte sur les réputations. Les artistes d'une même école forgent une tradition, un langage particulier, avec ses conventions, une galerie de modèles à imiter, à consulter ou à combattre, et tout un domaine artistique où chaque œuvre créée prend son sens. Toute œuvre d'art importante peut être considérée à la fois comme un événement historique et comme la résolution d'un problème ardu. Toute solution indique l'existence d'un problème auquel d'autres solutions ont déjà été apportées. Et il y a de fortes chances que de nouvelles solutions à ce problème soient imaginées par la suite. À mesure que les solutions s'accumulent, le problème se transforme. Kubler. Beaucoup d'autres personnes aident l'artiste à faire les innombrables choix qui déterminent la forme définitive de l'œuvre, ou font elles-mêmes certains de ces choix sans demander son avis à l'artiste. Or, quand il s'agit d'évaluer la production de l'artiste et de lui forger une réputation, les mondes de l'art procèdent par comparaison avec ce que d'autres ont fait dans le même domaine et se conforment à la théorie individualiste de la réputation. Ils ignorent systématiquement tout ce que cette production doit à l'action d'autres participants. Le public, quant à lui, en discernant la maîtrise avec laquelle sont utilisés des moyens conventionnels et en ressentant tout ce que le résultat d'émouvant et de profond, met la théorie en pratique. Il se fie aux conclusions que lui inspire sa perception de l'œuvre pour juger l'auteur. L'intervention de tous ces participants façonne le contexte dans lequel l'artiste définit ses problèmes. Il trouve les solutions qui servent ou desservent sa réputation. Kubler fait observer que le stade d'évolution d'un problème artistique et l'organisation de la société déterminent ensemble l'éventail des démarches artistiques qui s'offrent à l'artiste. Il évoque ainsi les artistes patients et persévérants tels le Lorrain et Cézanne qui consacrent leur vie à un seul vrai problème. Tous deux se sont attachés à la peinture de paysage. Ces artistes-là ne trouvent un climat favorable que dans les périodes très raffinées où le prestige de certains métiers donne aux personnes et tempéraments méditatifs le loisir d'atteindre leur exigeant idéal d'excellence. D'autres conjonctures, en revanche, sont favorables aux personnalités souples. On les voit apparaître dans des périodes de bouleversement social ou à la faveur de révolutions techniques. Dans le second cas, c'est l'expérience humaine tout entière qui doit se modeler soudain sur les techniques nouvelles. Les réalisateurs de cinéma, de radio et de télévision ont ainsi transformé notre monde actuel. Dans le premier cas, c'est toute une société qui, après de grands bouleversements, s'est réorganisée suivant de nouvelles lignes de force. Et il faudra un siècle ou deux
pour dominer toute la complexité du changement qui transforme les conditions de vie. En créant les conditions favorables à l'une ou l'autre sorte de carrière et d'accomplissement, les participants au monde de l'art, élargi ici à la société tout entière, déterminent les moyens possibles de bâtir une réputation. En somme, l'ensemble des activités coopératives qui débouchent sur la production des œuvres contribuent également à bâtir les réputations des œuvres, des créateurs et des mouvements, genres et disciplines artistiques. Ces réputations indiquent tout à la fois le niveau de qualité de l'œuvre dans sa catégorie, le niveau de talent de l'artiste, la fécondité du mouvement auquel il appartient et la nature artistique au nom du genre et de la discipline. Comme nous l'avons vu, les mondes de l'art ont des dimensions très variables qui vont du petit groupe local et confidentiel au vaste réseau international. Les réputations ne peuvent être du même ordre dans des organisations aussi différentes, et dans certaines, on a du mal à mettre en pratique la théorie de la réputation. Que l'on songe aux difficultés soulevées par les caractéristiques de certains systèmes de distribution. La théorie suppose quelque chose d'analogue à la condition d'information parfaite impliquée dans la définition de la concurrence économique parfaite. Tous ceux dont l'opinion pèse sur les réputations sont censés avoir accès à toutes les œuvres à considérer avant de se former un jugement. Ils sont censés avoir entendu tous les morceaux de musique, lu tous les romans ou les poèmes, vu toutes les pièces de théâtre ou tous les films, quelques mondes de l'art internationaux, disons ceux du grand opéra et du cinéma de long métrage, ne sont pas loin de cet idéal. Ceux qui s'y intéressent vraiment ont vu ou entendu toutes les œuvres importantes, ne serait-ce que sous forme de retransmission télévisée ou d'enregistrement. Ils ont suivi la carrière de tous les artistes et peuvent vraiment juger en connaissance de cause. Mais dans de nombreux mondes de l'art, les mécanismes de tri qui permettent aux gens avertis de ne s'occuper que de ce qui a réelle importance ne fonctionnent pas très bien. Il y a trop de matière, trop d'œuvres et trop de gens à prendre en considération. Le postulat de l'information parfaite n'a pas de sens. Michale Anania, dans une étude sur les revues littéraires américaines, en a dénombré plus de 1500 pour la seule année 1978. Parmi elles, 2 ou 3 seulement ont un tirage de 10 000 exemplaires environ. La plupart tirent à moins de 2000 et beaucoup n'ont même pas une centaine de lecteurs. Personne ne peut lire toutes ces publications. Personne ne le fait. Les auteurs contemporains publiés par les petites revues ne peuvent donc fonder leur réputation sur le consensus d'un grand monde de l'art, alors même que la littérature et la poésie sont indiscutablement des arts majeurs de rayonnement international. Non que la production de ces auteurs soit dépourvue de valeur, au regard des critères esthétiques en vigueur, mais le fonctionnement du système de distribution ne permet pas de connaître tout ce qu'il faudrait pour former des comparaisons et des jugements sûrs. D'où un cruel dilemme pour les écrivains. La prolifération des revues multiplie leurs chances de se faire publier, mais sans leur donner l'espoir d'acquérir une grande notoriété, même si la petite réputation que les revues peuvent procurer est déjà mieux que rien. La distribution pose un autre problème, celui de la langue. Si les langages de la musique et des arts plastiques sont à un certain sens internationaux, la littérature, elle, se heurte à la barrière des langues. En fait, seules quelques langues indo-européennes sont assez répandues pour que leur littérature ait quelque chance d'accéder à la renommée internationale. Un romancier qui écrit en français ou en espagnol s'adresse à un public plus large et a plus de chances d'acquérir une réputation internationale qu'un romancier de langue portugaise, et a fortiori de langue hindi, tamoul ou swahili. Des millions de gens parlent ces 3 dernières langues, mais pas ceux qui font les réputations littéraires internationales. De temps à autre, les académiciens suédois attribuent le prix Nobel à un écrivain qui emploie une langue mineure et ne bénéficie pas de la large diffusion assurée par les traductions dans les langues internationales. Cela ne fait guère évoluer la situation. Si le prix Nobel distingue un auteur islandais, par exemple, la majorité du public mondial n'en continuera pas moins à ignorer l'islandais. Quand on appartient à une communauté linguistique restreinte, on ne peut pas avoir une grande réputation dans le monde de la littérature.